Mais la réponse, qu'est-ce que l'univers? J'ai pas dit pourquoi l'univers, mais qu'est-ce que l'univers? Pourquoi l'univers? Il n'y a que le Bouddha qui a la raison, la réponse. Ok. Très bien. Donc, on va essayer aujourd'hui de clarifier certaines choses par rapport aux différentes vues. Ouais. Euh, Pourquoi est-ce que la Matsunkapa, dans le Larton Tiamo, est en train de parler à des individus en leur disant que ils sont en train de débattre par rapport au tout et aux parties. Vous êtes d'accord? Ouais. Le tout et les parties. Très bien. Et donc, il y en a qui disent que les parties existent véritablement, que si vous prenez la table, vous mettez un coup de masse dessus, qu'est-ce qui reste? Des particules, ouais. Donc, les parties de la table, par exemple. Les parties existent de manière solide, réelle, véritable, etc., mais pas le tout. Ouais. Et donc, on va voir pourquoi la Matsunkapa dit ça, parce qu'il y a certaines vues qui pensent cela. OK. Donc, qu'est-ce que l'univers? Et donc, les traditions bouddhistes ont une lecture ascendante de ce qu'est l'univers, ouais, de ce qu'est la réalité. Ouais. Donc, on va essayer de voir ça sur les jolies images que je vous ai préparées. Très bien. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que il y a d'une école à l'autre, dans les traditions bouddhistes, il y a un curseur qui se déplace. Ouais. Par rapport, est-ce que la réalité se trouve plutôt du côté de l'objet ou est-ce que la réalité se trouve plutôt du côté du sujet? Ouais. Ça vous parle jusqu'à maintenant? Ok, Oui. super. Très bien. Et donc, on va voir que plus c'est du côté de l'objet, comme son nom l'indique, c'est une existence plus objective. Ouais. D'accord? Oui. Ouais, ça joue. Et que plus on se dirige vers le sujet, plus ça devient une existence subjective. Voilà, vous suivez parfaitement, c'est cool. Ok. La conscience. Très bien. Et donc, on va voir que chez les écoles plus basiques, il y a presque tout du côté de l'objet. C'est l'objet qui décide, ouais, c'est-à-dire que la flèche, elle est du côté du rouge. Ok. Donc, ça, c'est les Vaibhashika et les Sautrantika. Ouais. Donc, vous connaissez déjà tous les subdivisions et les définitions de ces écoles-là. Je n'y reviendrai pas. Ok. Donc, vous savez que ce sont des écoles de véhicules fondamentales, ouais. Mhm. Ok. Qui n'acceptent pas l'existence, qui n'acceptent pas le non-soi des Phénomène. phénomènes. Oui, bravo, très bien. Ok. Et donc, ils essaient justement de trouver les briques constitutives de l'univers, parce qu'ils se posent la question, mais c'est quoi l'univers? Ouais. Ok, très bien. Et donc, ils vont zoomer, comme on l'a fait l'autre jour. Ils vont zoomer, ils vont essayer de chercher, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est réel? Donc, ils vont zoomer un paysage, par exemple, ça ne leur suffit pas. Ils vont zoomer encore, encore et encore. Ils vont aller dans le mur et ils vont essayer de trouver le mur. En fait, le mur, c'est la symbolique des deux vérités. Ouais. C'est-à-dire que le mortier est beaucoup plus fragile, vous êtes d'accord? Le mortier, c'est plus fragile que la caillasse. Ouais, Mhm. d'accord? Oui. Oui, oui. Très bien. Et donc, pour les Vaibhashika et pour les Sautrantika qui suivent les Écritures, le mortier, c'est les vérités relatives, c'est les, les phénomènes imputés, par exemple la table, la personne, le temple, etc., etc. C'est des phénomènes imputés, c'est des trucs conceptuels, on pourrait dire d'une certaine manière, et ce sont des fictions utiles. C'est ce qui permet d'assembler les caillasses. Ouais. Et les caillasses, c'est quoi? Les cailloux, c'est quoi? C'est La vérité ultime. exactement les vérités ultimes qui sont beaucoup plus solides, parce que là, vous voyez, le mortier, il n'est pas solide, et donc le mur peut s'effondrer facilement. Ok. Et donc, je ne pensais pas un jour qu'on allait parler maçonnerie au cours de la philo bouddhiste. Et donc, les vérités ultimes, c'est les briques constitutives de l'univers, c'est du solide, c'est du pur et dur, c'est du solide, ouais. Ok, c'est ça qui fait vraiment tenir le mur en réalité. Ouais. Même si le mortier est utile, c'est pas ça le plus solide. C'est la vérité ultime. C'est les vérités ultimes du point de vue des Vaibhashika, c'est quoi? Indépendant, substantiellement existant. Existence substantielle. Oui, bravo. Waouh. Alors là, on a bien fait de se lever ce matin. Bravo, bravo. Des existences substantielles. On va essayer d'y revenir, ouais. Mhm. On va y revenir. Les vérités ultimes pour les Vaibhashika, ils cherchent justement les constituants minimalistes de la réalité, ouais. Ouais, c'est ce qu'on avait vu. Donc, il y a des particules indivisibles, ouais. Particules. Très bien, ok. Donc, pour eux, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on avait vu par rapport à ce qu'avait dit Acharya Vasubandhu. Ce en quoi l'esprit ne s'engage plus si c'est détruit ou mentalement divisé, comme un vase ou de l'eau. Il pourrait y avoir un débat par rapport à l'eau, mais ça, c'est pas très grave.
existe en tant que vérité relative. Le reste existe en tant que vérité ultime. C'est-à-dire que les briques constitutives, vous ne pouvez plus les subdiviser. Ouais, elles continuent d'exister. Quand vous les divisez mentalement, quand vous voulez les casser avec un marteau, elles continuent d'exister, les vérités ultimes. C'est du solide. Ouais, c'est ça qu'on avait vu hier ou avant-hier. OK. Et donc, c'est pourquoi, pour eux, ce sont les particules infinitésimales, les vérités ultimes. Ouais. Et il y a quoi d'autre comme vérité ultime chez les Vaibhashika? Qu'est-ce qu'on avait dit? La conscience. La conscience. Alors, pas n'importe quelle conscience. Les instants. Oui, les instants infinitésimaux de conscience. Ouais. Ouais. Ça vous parle? Oui. Ouais. OK. Très bien. Oui, c'est ce qu'on avait vu. OK. Très bien. Et puis, les phénomènes incomposés aussi, c'est les vérités ultimes. Ouais. Alors que les vérités relatives, chez les Vaibhashika, par exemple, une table. Qu'est-ce que vous pourriez me donner d'autre comme exemple? Une chaise. Bon, il est encore que 8h40, donc c'est normal, mais c'est un bon exemple. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme vérité relative? Tout ce qui est imputé. Tout ce qui est imputé, exactement. Tout ce qui est, comment dire, assemblé par la conscience, en fait. Hein. On assemble des particules infinitésimales, on assemble des moments infinitésimaux de conscience et on a des phénomènes imputés. On a des tout, en fait, tout simplement. Ouais. Et donc, nous sommes des vérités relatives. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Oui. Ouais. Ça veut dire que si vous cassez la personne en plusieurs morceaux, qu'est-ce que ça donne? Des particules infinitésimales de forme, ouais. Des moments infinitésimaux de conscience. Est-ce que des particules infinitésimales et des moments infinitésimaux, est-ce que c'est de la personne? Non. 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 Donc, il n'y a rien de plus impersonnel que des particules infinitésimales et des instants infinitésimaux. Ouais. Donc, c'est pourquoi la stratégie des Vaibhashika, c'est de dire bah, on n'a pas de soi personnel à quoi s'agripper, puisqu'en réalité, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des particules. Nous sommes constitués par des particules et donc nous sommes des composites, nous sommes des vérités relatives, nous sommes séquents. Ouais, ça joue? Oui. Ah, bravo, bravo, c'est magnifique. OK. Et donc les Vaibhashika, comme on l'a vu, ils ont la généralité existant. Ouais. Donc l'univers, l'existence, etc., etc. Ouais. OK. Et donc on avait dit quoi? Que existant égale substantiellement établi chez les Vaibhashika, ouais, parce que ça veut dire existant égale chose. C'est ça que ça veut dire, ouais? OK. Très bien. Chose égale substantiellement établie, tout simplement. Alors en fait, ça, c'est la généralité dans laquelle vont se trouver les vérités ultimes et les vérités conventionnelles. C'est-à-dire que la généralité existant, ça inclut les deux vérités. Ouais. C'est-à-dire que dans chaque école bouddhiste, les deux vérités, c'est une division exhaustive de tous les existants. Ouais. C'est comme si vous aviez, en gros, hein, ce n'est pas un très bon exemple, mais c'est comme si vous aviez une commode à deux tiroirs. Et quel que soit le nombre de chaussettes que vous ayez, ça rentre dans l'un ou l'autre des deux tiroirs. Ouais, ça joue. C'est facile. Okay. Donc, ça veut dire que vérité ultime et vérité conventionnelle, ce sont les deux tiroirs de la commode existant. Et donc, si ça existe, ça doit nécessairement être soit une vérité ultime, soit une vérité conventionnelle. Vous êtes d'accord? OK, très bien. Très, très bien. Et donc, les vérités ultimes, comme on l'a dit, c'est des substantiellement existants. Substantiellement existants, ça veut dire que c'est pur et dur. Ouais, c'est du réel, de l'absolu, de l'objectif, etc., etc. Ouais, c'est les briques constitutives. Ouais, donc, c'est vraiment du solide. C'est ça qu'il faut voir. Alors que les vérités relatives sont des existants imputés, parce qu'on désigne la forêt en dépendance des arbres. Ouais. Ouais. On désigne une table en dépendance de molécules. En réalité, qu'est-ce qu'on trouve? Des molécules. Est-ce qu'un physicien qui va passer une table au microscope, est-ce qu'il voit une table? Non. Non? Non. Il voit quoi? Il voit des molécules, des atomes. Il voit des atomes, il voit les briques constitutives de l'univers. En réalité, c'est ça qu'il fait. Et donc, il va se dire, bah, la table, elle est imputée. Elle est imputée en dépendance de cet ensemble de parties. Ouais. C'est très commode d'imputer, parce que c'est pratique. Au lieu de dire, est-ce que tu peux me passer les 40 milliards de molécules qui se trouvent devant toi, on dit, est-ce que tu peux me passer une table? C'est très commode. Hein, donc, ça permet d'arranger la réalité. C'est pourquoi c'est le mortier, ouais, les phénomènes imputés. Ouais, ça joue? Oui. Et donc, les vérités ultimes sont substantiellement existantes, c'est-à-dire c'est la réalité pure et dure, substantiellement existante. C'est ça que ça veut dire, ouais? OK. Et donc, c'est là où vous voyez une différence entre substantiellement
établi et substantiellement existant. Existant. D'accord. C'est-à-dire que ça existe ou non, pardon, non, n'importe quoi qui existe doit nécessairement être substantiellement établi. Substantiel. Ouais. Tout ce qui existe chez les Verbashika doit être une chose, doit être capable d'accomplir une fonction. Ouais, ça joue? Oui. Ouais. C'est surtout pour l'Axam que j'ai fait ça, parce que c'est sa question. Ok, merci l'Axam, c'est gentil. Merci. Oui, Oui. Jinpa, j'ai une question. Oui. Ce qui est imputé est considéré comme un existant aussi chez les Vaibhashika. Exactement, tout à fait. Ici, c'est un existant, hein? D'accord. tout à fait, parce que c'est dans le nuage existant. Ouais. D'accord. Ok, Ouais. merci. Très bien, bravo. Bravo, parce que ce qui est imputé, c'est des vérités relatives, en effet. Et donc, c'est le deuxième tiroir. Ouais. Ok. Très bien. Donc, ici, vous pouvez voir que une vérité ultime, c'est à la fois substantiellement établi, parce que ça existe, et substantiellement existant, parce que c'est la réalité pure et dure. Alors qu'une vérité relative est en effet substantiellement établie puisqu'elle existe, mais elle n'est pas substantiellement existante, elle est existante de manière imputée. Ouais, ici. Ouais. Ok, bravo, bravo. Comment? Alors, établi et imputé, ce n'est pas tout à fait synonyme parce que ça peut l'être dans certains cas, mais en général, non. Ouais, donc, ça dépend des contextes. Donc, ici, ce serait presque, je sais pas, ça pourrait être dangereux de les assimiler l'un à l'autre parce que si on dit qu'imputé égale établi, ça veut dire que les existants substantiels ne seraient pas établis. Ouais, donc, ça pourrait poser question. Donc, en fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que substantiellement établi, c'est la généralité existante. Et au sein des existants, vous avez les imputés et les substantiels. Ouais. OK. Oui. Oui. Et on peut dire ça, fabriqué ou construit de parties. Exactement, c'est ça que ça veut dire, imputé. Ça veut dire que c'est notre esprit, en fait. Hein. Là, c'est le sujet qui va dire, bah, c'est une table et celle-ci est une autre table. Mais en réalité, si on devait regarder au microscope, on verrait là des molécules et là des molécules. Qu'est-ce qui ferait la différence? Ouais. Rien. L'imputation, c'est ça qui fait la division entre cette table-là, cet amas d'atomes, et cet autre amas d'atomes. Et ce qui fait la différence entre l'amas d'atomes, la table, et l'amas d'atomes, le sol. Ouais. Parce que si on regarde au microscope, est-ce qu'on voit une différence entre un amas d'atomes qui est dans la table et un amas d'atomes qui est dans le sol, dans le parquet? Ça ne fait pas la différence. Ouais. Donc, c'est notre imputation qui va faire la différence. Ouais, ouais, ça joue? Oui, très bien. Bravo, bravo. OK. Et donc, les Sautrantika qui suivent les Écritures, ils sont très proches des Vaibhashika. Ouais, on verra qu'il y a une sous-école, une autre sous-école, celle d'Acharya Dharmakirti. Mais la première sous-école Sautrantika, pourquoi ça ne s'affiche pas? Ça doit s'afficher, non, c'est pas grave. La première sous-école Sautrantika est très proche des Vaibhashika. Ils vont juste vers une différence par rapport aux molécules. Ouais. Ils vont dire que les atomes qui constituent la matière sont plus larges, en fait, sont des molécules plus larges que les atomes des Vaibhashika. C'est juste ça qui va différer. Ouais. OK. Oui, exactement. Mais normalement, ça n'apparaît pas sur la vidéo après. Et normalement, les gens qui sont sur le Zoom, ils ne le voient pas. Ouais. Donc, ça nous gêne, nous. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Quoi? C'est bonne idée. OK. Et donc là, on a vu qu'en effet, tout était presque du côté de l'objet, surtout pour les vérités ultimes. Ouais, c'est des vérités pures et dures qui ne sont pas imputées. Ouais, les vérités ultimes, chez les Vedashika, les Sautrantika qui suivent les Écritures, tout est du côté de l'objet. Ouais. Donc, c'est du côté rouge. Ouais. Et donc, l'objet agit sur le sujet. C'est pour ça qu'il y a une flèche dans ce sens-là. Ouais. OK. Très bien. Et là, le curseur se déplace un petit peu plus vers le sujet. C'est pourquoi la flèche n'est plus rouge, mais orange. Et donc là, on est chez les Sautrantika qui suivent le raisonnement. Ça devrait vous parler, ouais? Oui. OK, c'est la tradition formalisée par Acharya Dharmakirti, ouais? OK. Donc chez les Sautrantika qui suivent le raisonnement, existant n'est plus égal à substantiellement établi. Ouais. C'est quoi, pardon? Alors, autosuffisant et substantiellement existant, en fait, ça va être réfuté. Ouais. Donc, ça va être réfuté. Donc, c'est le non-soi, l'absence de personnes autosuffisantes et substantielles. Ouais. Et donc,
On pourrait dire que le nom soit, chez les Sautrantika, il inclut non seulement les existants, mais aussi les non existants. Ouais. Très bien. OK, donc chez les Sautrantika, qui suivent le raisonnement, existant égale observé par une cognition valide. Ouais, il y en a qui ont suivi les débats, donc il y en a qui savent déjà tout ça. OK, très bien. Merci. Et donc, c'est là on voit que ça aide énormément de faire les débats pour ensuite apprendre la philo un peu plus croustillante. Ouais. Alors, du gaz, par exemple, oui. Ça existe. On ne peut pas le voir. Oui. Alors, ça, c'est une très bonne remarque de l'Axam qui dit le gaz, on ne peut pas le voir. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas observé par une cognition valide. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Par l'odorat. Ah, il y a l'odorat, par exemple. Alors, il y a des gaz qui sont inodores. Ah. Le CO2, on ne le sent pas. Il peut nous tuer. Là, vous avez la parole d'un pompier. Je crois qu'Hendrik peut confirmer. OK. Donc, ça veut dire que ça, c'est très important. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Ouais. Comment est-ce qu'on sait que le gaz existe? On a des appareils pour le mesurer. Est-ce que ces appareils qui le mesurent? On a des inférentiels aussi. On peut avoir des conditions valides inférentielles. Ouais. Ouais. Comme pour le temps, ou la montre et le temps. Oui, OK. Ou la inférentielle. Ce sera un autre contexte, c'est pas grave. On peut en effet se dire s'il y a une montre, c'est pour mesurer le temps. OK, donc on pourrait dire en effet, il y a deux types de conditions valides, ouais. Directes et inférentielles. Exactement. Tout le monde est d'accord? Oui. OK, très bien. On va demander à Marie donc, la définition d'une condition valide inférentielle. Donc une condition valide, c'est quoi en fait? Une conscience. Non, c'est une conscience qui réalise directement son objet, non? Quoi? Une cognition valide, c'est une conscience qui réalise directement son objet d'observation. Alors, si on disait que c'est nécessairement direct, il ne pourrait pas y avoir de cognition valide inférentielle. Ouais. Ouais, là, oui. Donc, il faut essayer de voir que la cognition valide se distingue en deux, la cognition valide directe et la cognition valide inférentielle. Elle peut être non conceptuelle ou elle peut être conceptuelle. Ouais. C'est simple. Ça veut dire que soit on peut penser à un truc, soit on peut le percevoir sans y penser. Ouais. C'est ça que ça veut dire. OK, donc ça veut dire que si c'est observé par une condition valide, ce n'est pas nécessairement notre condition valide à nous. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, quand on pense au bateau, par exemple, on dit bah, ce bateau, par exemple, est impermanent parce qu'il est produit. C'est une condition valide inférentielle. Ouais. On ne réalise pas directement son impermanence, mais on la réalise conceptuellement. Exactement, ouais. Très bien. OK. Donc, une cognition valide, c'est défini comme étant une cognition nouvelle et infaillible chez les Sautrantika. Chez les Sautrantika, ouais. Nouvelle et infaillible. Infaillible, c'est-à-dire qu'elle réalise son objet. Ouais. Très bien. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement notre cognition valide à nous. C'est-à-dire que c'est en général observé par une cognition valide, même si ce n'est pas la mienne. Par exemple, moi, je n'ai pas observé les molécules qu'il y a dans la table. Est-ce que personne ne l'a fait? Si, il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y en a qui ont eu des microscopes, etc., et qui ont vu les molécules dans la table. Donc, c'est observé par leur cognition valide, donc ça existe. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, super, bravo. OK. Et donc, comme on l'a dit, pour dire qu'un phénomène existe, on a besoin d'une cognition valide. S'il n'est pas observé par aucune cognition valide, il n'existe pas. Ouais, OK. Très bien. Et donc, on a vu ça la dernière fois. On avait vu que c'est la conception qui décide si c'est un ou différent. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Très bien. Et donc là, la conception, c'est un sujet. Vous êtes d'accord? OK. Et différent, contradictoire, c'est aussi la conception. Et là, la personne qui conçoit, c'est aussi le sujet. Et on avait dit, pour distinguer si deux phénomènes sont une même entité ou des entités différentes, c'est la perception qui décide. Ouais, vous êtes d'accord? C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. OK. Et donc, la perception et la conception, c'est quoi? C'est un sujet sur lequel agit l'objet. Vous avez un objet là, vous avez la table. La table existe pourquoi? Parce qu'elle est observée par une cognition valide, soit conceptuelle, soit directe. Ouais. Et donc, ça veut dire que l'objet est appréhendé par un sujet. Donc, le sujet est très important. Ouais.
C'est-à-dire que c'est moins du côté de l'objet, chez les Vaibhashika et les Sautrantika qui suivent les Écritures. Là, tout est presque du côté de l'objet, surtout pour les vérités ultimes, alors que chez les Sautrantika, il y a quand même le sujet qui joue, qui est un petit peu plus important. Ouais. OK. Donc, c'est pourquoi le curseur est plutôt vers le orange et moins vers le rouge. Ouais, ça se dirige un peu plus vers le sujet. Ouais, ça joue. OK. Très bien, très bien. Donc là, on va dire que, en effet, il y a presque tout du côté de l'objet, mais le sujet est très important parce que c'est lui qui décide est-ce que c'est des entités différentes, est-ce que c'est contradictoire, etc., etc. OK, maintenant, les Chittamatra, ils vont avoir une vision assez spéciale. Donc, leur curseur est presque entre le jaune et le vert. Ils ont une vision assez spéciale. On ne va pas en parler trop parce que c'est un peu plus complexe, mais pour eux, ils prennent l'exemple du rêve. Voilà, l'exemple du rêve. Dans le rêve, vous appréhendez un éléphant rose, par exemple. Ouais. OK. Vous appréhendez plutôt l'apparence d'un éléphant rose. Ouais. OK. Qui est en train de tenir le ballon qui est la lune. OK. Très bien. Alors, c'est un rêve. Le rêve est décrit comme étant totalement hallucinatoire. Ouais. En général. Dans l'immense majorité des cas, le rêve est hallucinatoire. Ouais. C'est une hallucination non conceptuelle. OK. Très bien. Et donc, vous avez l'apparence de l'éléphant et votre conscience qui rêve de cette apparence. Ouais. Ils apparaissent en même temps. Ils apparaissent en même temps. Vous n'avez pas d'abord l'éléphant onirique et ensuite votre rêve. Vous avez votre rêve en même temps qu'il y a l'apparence onirique. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est plus du tout du côté de l'objet. Exactement. Donc, le rêve, c'est pour dire la conscience qui rêve. La conscience qui est en train de rêver. La conscience qui est en train de rêver et le rêve lui-même ou l'apparence onirique apparaissent en même temps. Ouais. Ça veut dire qu'on a des graines quand on est en train de dormir, on est dans le sommeil paradoxal, il y a des graines qui germent et ces graines engendrent un sujet et un objet en même temps. La conscience qui rêve de l'éléphant et l'éléphant qui est rêvé par la conscience de rêve. Exactement. Chez les Chittamatrines, donc ça fait deux entités différentes. Alors non, justement, ils sont une même entité parce que si quelqu'un était clairvoyant, par exemple un Bouddha est clairvoyant, il va percevoir notre rêve, la conscience qui rêve et l'apparence onirique ne sont pas… C'est la même. Exactement, ne sont pas distinguées par la perception directe. Oui, mais pour les Chittamatrines, eux, ils croient que c'est deux choses différentes. Exact. En fait, eux, ils vont dire que l'ignorance nous fait croire à un éléphant qui existerait en dehors du rêve. D'accord. On n'a pas l'impression de rêver quand on rêve. On a l'impression que c'est la réalité, non? En général. On ne sait pas qu'on est en train de rêver, donc on est persuadé que ça existe à l'extérieur. Donc ça, c'est totalement hallucinatoire. Ça n'existe pas à l'extérieur, ouais? OK. Tout à fait. Exactement. Un cauchemar, etc. Ouais. OK. OK. Est-ce que ça vous parle? Oui, très bien. Essayez de bien garder l'exemple du rêve. Quand on rêve, il n'y a pas le sujet du rêve qui apparaîtrait avant le rêve. Et il n'y a pas le rêve lui-même ou l'apparence onirique qui apparaîtrait avant la conscience qui rêve. Ouais, ils apparaissent en même temps. Ouais, donc c'est une même entité. OK. Très bien. Donc ça, c'est les Chittamatrins. Ça veut dire que l'objet et le sujet ne sont pas cause l'un de l'autre, enfin, d'une certaine manière. Ouais. OK. Très bien. Et là, vous avez ensuite les Svatantrika Madhyamika. OK. Donc eux, j'ai mis en vert fluo parce que c'est un peu artificiel leur façon de voir les choses par rapport à l'existence véritable, etc. OK, du côté des Svatantrika, on va dire qu'il y a 50% du côté de l'objet, il y a 50% du côté du sujet, et il y a 100% donc un objet inhérent conventionnellement. Ouais. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Il y a un objet, il y a l'existence inhérente conventionnellement pour les Svatantrika. Ils vont dire que s'il n'y avait pas le sujet ici en train d'observer cet objet aurait une existence inhérente ultimement. Et donc, ce serait l'existence véritable. Ouais, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ouais. OK. OK, bravo, bravo. Et je vais arriver déjà vite à la fin de mes diapos, c'est pas possible. Donc, on va essayer de discuter après. OK, on va essayer de discuter. Très bien. Et là, on arrive chez les Rasangika Madhyamika. Ça veut dire qu'ici, vous avez la flèche qui va dans les deux sens. Ça veut dire que l'objet et le sujet sont aussi importants l'un que l'autre. Ouais. Même si ce n'est pas la même chose que les Sautrantika, ce n'est pas la même chose que les Chittamatrins, ça veut dire que
quand on parle de l'objet, on peut parler de la base d'imputation de l'objet. Ouais. On peut parler de la base d'imputation de l'objet. Ça veut dire que, est-ce que, donc ça c'est les prasangika maganata, est-ce que quand vous percevez une table, est-ce que vous la conceptualisez d'emblée ou pas? Non. 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 Donc ça veut dire que cette table n'est pas un phénomène simplement imputé alors. Ah. Elle n'est pas simplement imputée. On a tellement l'habitude de l'imputer qu'on l'aperçoit comme si elle existait de son propre côté. Oui, exactement. Donc ça, c'est sûr. Ça, il faut garder ça à l'esprit. C'est que pour les prasangika, n'importe quelle conscience, comme on l'a vu l'autre jour, il n'y a que la conscience, la perception yogique directe qui n'est pas erronée. Hein, chez les prasangika, vous vous souvenez? Oui, ok, parce qu'elle appréhende la vacuité, et la vacuité se montre exactement telle qu'elle est. Il y a une concordance entre l'être et le paraître. Ouais. C'est ça qu'on avait vu, vous vous souvenez? Okay. Donc, il n'y a qu'une perception directe yogique. Ouais, il faut rajouter yogique, parce que chez les prasangika, on peut avoir une perception directe conceptuelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut rajouter yogique. Ouais, j'ai oublié de le dire l'autre jour. Donc, une perception yogique directe est la seule qui ne soit pas erronée chez les êtres non éveillés, chez les non-bouddhas. Parce que cette perception yogique directe de la vacuité, c'est important, la vacuité se montre exactement telle qu'elle est. Voilà, c'est une absorption méditative, exactement, tout à fait. Ouais. Et en dehors de cette conscience qui réalise directement, de manière non conceptuelle, la vacuité, toutes les autres consciences sont erronées. Vous vous souvenez? Ce que veut dire erronée, une conscience erronée, ça veut dire quoi? J'ai le temps de voir monter. Ça veut dire que tu crois que les choses apparaissent de la même façon que leur réalité profonde. Ok, donc ça, on pourrait dire même que c'est qu'une conception fausse. Une conscience fausse. Hendrik, tu disais quelque chose? Oui, exactement. Oui. Hendrik dit c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent, son objet d'apparence. Oui. C'est-à-dire qu'elle se trompe, mais elle n'adhère pas nécessairement à cette erreur. Ouais. Par exemple, vous vous brossez les dents devant le miroir, ouais, et donc vous regardez votre visage dans le miroir. Très bien. Donc le reflet du visage donne l'impression d'être un visage. Est-ce que vous y adhérez ou pas? Non, vous n'êtes pas en train de brosser les dents du reflet sur le visage. Si on faisait ça, là, ce serait complètement faux. Vous êtes d'accord? Quelqu'un qui va brosser le reflet sur... je vais regarder dans la salle de bain aujourd'hui s'il y a des traces de dentifrice sur le miroir ou pas. Normalement, il n'y en a pas. Parce que personne ne croit à l'apparence. Vous êtes d'accord? Ouais, on est suffisamment éduqué. Si on avait peut-être 2 ans ou 1 an, on pourrait à la rigueur se dire, tiens, il y a quelqu'un, par exemple, ou si on est un chien, par exemple, des fois, ou un chat, ou un autre animal, on croit que c'est un autre animal qui est dans le reflet du miroir. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y en a un? Non, c'est une apparence, ouais, qui est erronée. Mais si le chien est persuadé qu'il y a un autre chien dans le reflet du miroir, là, c'est une conscience fausse. Fausse. Parce qu'il adhère à l'apparence. Ouais. Tu sais, en tibétain, oui. Conscience erronée. Tu sais, lokche, et cognition fausse, conscience fausse. Ouais. Donc, faux et erroné. Ouais. C'est-à-dire que erroné, c'est juste l'apparence qui est fausse. Et conscience fausse, on adhère à l'apparence. Ouais, ça joue? Magnifique, magnifique. Mais c'est la même chose que quand on pense. Si vous pensez, par exemple, pensez à quelqu'un. Pensez à n'importe qui. Très bien. OK. Vous pensez à n'importe qui. Vous avez une apparence dans votre conscience conceptuelle. Ouais? Cette apparence donne l'impression d'être cette personne, mais n'est pas cette personne. Donc, c'est erroné. Est-ce que vous imaginez que l'apparence dans votre conscience conceptuelle est cette personne ou pas? Non, vous n'y adhérez pas. Vous savez très bien que c'est juste un concept. Ouais? Si on se disait, ah ben j'ai une personne dans la tête, là, oui, on serait complètement erroné. C'est comme si on brossait le reflet sur le miroir. Vous êtes d'accord? OK. Très bien. Donc, une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, très bien. Et donc, pour les prasangika, n'importe quelle conscience qui n'est pas une réalisation yogique directe de la vacuité, chez les non-bouddhas, est nécessairement erronée. Parce qu'il y a l'apparence d'existence inhérente. Mais est-ce que les phénomènes ont une existence inhérente? Ah non. Et non.
Mais Il non. y a une apparence qui est à l'opposé de la réalité. Mm. Ouais. OK, très bien. Très bien. Maintenant, donc on a dit la table. La table nous apparaît. Et non seulement elle nous apparaît, mais en plus elle nous apparaît comme si elle existait de manière inhérente. Donc c'est erroné. Très bien. Est-ce qu'on la conceptualise d'emblée? Non, en fait, on ne va pas nécessairement la désigner comme étant une table. C'est-à-dire que l'imputation, le fait, la base imputation nous apparaît visuellement. Ouais. Et on sait très bien que c'est une table. Ça veut dire qu'on va dire, bah, tiens, c'est une table, etc. Mais il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir l'imputation au moment même où on perçoit la base imputation. C'est-à-dire que la relation entre le phénomène imputé et la base imputation n'est pas inhérente. Ouais. Ouais, ça parle? Ça vous parle? OK. C'est-à-dire que... OK. Oui? Oui. Oui. Alors, en effet, la désignation, donc la question d'Hendrick est très importante. Donc, on a la base imputation. Elle apparaît comme si elle existait de manière inhérente. Ouais. Ensuite, il y a la désignation elle-même, l'imputation qu'on fait, la désignation conceptuelle qui peut avoir, comment dire, il y a un truc très important, quand on conceptualise, on ne conceptualise pas nécessairement l'existence inhérente. Ouais, ça, ce sont les 3 modes d'appréhension que la Matsunkapa a mentionnés. Je dois l'avoir quelque part d'ailleurs. On va essayer de regarder ça. Par contre, ce qu'on conceptualise nous apparaît à cette conscience conceptuelle comme si ça existait de manière inhérente. C'est-à-dire que vous pensez à la personne. Tout à l'heure, on a dit pensez à quelqu'un. Cette personne apparaît à votre conscience conceptuelle comme si elle existait de manière inhérente. Mais vous, quand vous pensez cette personne, vous ne conceptualisez pas nécessairement cette personne qui existe de manière inhérente. Non. Donc, il y a Non. 2 choses différentes par rapport à ça. Il faudrait qu'on voit ça, les 3 modes d'appréhension. Ah, super. Oui. Tu peux répéter? OK. Oui. OK. Oui, la base d'imputation, c'est les 4 pieds. OK. Oui. Alors, en fait, en effet, l'existence inhérente, l'existence inhérente n'existe pas, on est d'accord. Donc, l'apparence d'existence inhérente, celle-ci existe. Donc, on pense à la table. Donc, la table elle-même, à laquelle on pense, apparaît à notre conscience conceptuelle comme si elle existait de manière inhérente. Ouais. C'est-à-dire que n'importe quelle, ça, on est d'accord. Et même la table elle-même, c'est-à-dire que la table elle-même, le mot table apparaît aussi à notre conscience conceptuelle comme si elle existait de manière inhérente. Par contre, ce mot table, cette conception de table, n'appréhende pas nécessairement l'existence inhérente. Même s'il apparaît comme si elle existait de manière inhérente, c'est comme un concept, c'est comme une bulle qui est dans l'eau. Ouais. Donc, il y a la bulle qui apparaît d'une certaine manière, et ce qui est dans la bulle, que saisit la bulle, que saisit notre conscience conceptuelle. Ouais. C'est-à-dire que quand on pense à table, le concept de table apparaît de toute façon comme s'il existait de manière inhérente, et apparaît comme si c'était une table. Donc, ce n'est pas une table, et ça n'a pas d'existence inhérente, donc c'est erroné. Mais on ne saisit pas nécessairement l'existence inhérente de ce concept, d'ailleurs en particulier. On n'est pas en train de penser au concept de la table, on pense à la table, ouais. Donc on ne se préoccupe pas du concept lui-même. Est-ce qu'il existe de manière inhérente ou pas? Est-ce qu'il est vraiment une table ou pas? Personne ne s'en préoccupe vraiment en fait. Ouais. Donc on ne se préoccupe que de la table. Ouais. Mais au sein de cette conscience conceptuelle qui appréhende une table, qui conceptualise une table, il y a de toute façon plein d'apparences d'existence inhérente. La table à laquelle on pense semble exister de manière inhérente. Le concept lui-même semble exister de manière inhérente. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. C'est-à-dire que même, par exemple, quelqu'un qui a une réalisation conceptuelle de la vacuité, une condition inférentielle valide de la vacuité, en fait, exactement, la vacuité que réalise cette personne,
Cette personne réalise la vacuité, mais la vacuité lui apparaît comme si elle existait de manière inhérente. C'est pour ça que ça continue d'être une conscience erronée. Que seule la réalisation directe n'en est pas une. Ah oui, de toute façon, même la vacuité de la vacuité. La vacuité de la vacuité va apparaître comme existant de manière inhérente. De toute façon. Waouh! Très bien. Donc là, normalement, vous voyez le partage d'écran fonctionne? On voit tout il est. Ok, très bien. Donc, que veut dire le texte? Donc, j'ai mis l'anglais parce que c'est important aussi que vous puissiez avoir l'anglais. Je vous le mettrai sous la vidéo. Normalement, vous aurez le texte. Et donc, ça, c'est un passage qu'on a déjà vu, normalement, dans le texte de la Tsongkhapa, dans le grand Lamrim. Donc, il dit, donc, il a expliqué quelque chose. Et ensuite, il dit, pour expliquer ceci plus en détail, nous pouvons dire qu'il y a 3 façons d'appréhender l'existence d'une pousse, par exemple. Ouais. L'appréhender comme si elle existait de manière réelle ou inhérente. Ouais. Donc, appréhender une pousse comme existant réellement, ce qui signifie l'appréhender comme étant douée d'une nature essentielle ou intrinsèque. Ouais. Quand on pense à une pousse, ouais, quand on s'attarde sur la pensée de la pousse, on va dire la pousse, ok, on va dire que c'est de la pousse de soja ou de la pousse de haricots, et on adore les graines de haricots, les graines germées. Et donc, au bout d'un moment, on va saisir l'existence inhérente de la pousse. Ouais. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ouais, c'est ce qu'il dit. L'appréhender comme existant faussement, c'est-à-dire l'appréhension selon laquelle la pousse manque d'existence essentielle, d'existence véritable ou inhérente, mais existe comme une illusion. Ça veut dire que quelqu'un qui a une approche de la voie médiane, de la vacuité, cette personne va se dire, OK, cette pousse de haricot, cette pousse germée, cette graine germée, etc., elle donne l'impression d'exister de manière inhérente, mais j'ai compris d'une certaine manière qu'elle n'existe pas de manière inhérente. Elle existe comme une illusion. Elle se montre d'une manière alors qu'elle existe d'une autre manière. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Ça, c'est pour quelqu'un qui a une approche de la voie médiane, ouais, qui va réfuter l'existence inhérente de la pousse. Et il y a un 3e mode d'appréhension, l'appréhender comme simplement existante en général, sans spécifier si elle est réelle ou bien fausse. C'est-à-dire que quand on pense d'abord à la pousse, vous pensez d'abord à quelque chose, à la table, à la tasse, etc. Il n'y a pas nécessairement la saisie d'existence inhérente dès que vous pensez à un truc. Pas nécessairement. Vous pouvez simplement penser à la simple personne, à la simple table, etc. etc. Ouais. Ça joue? Existe simplement. Oui. Tu nous enverras les 3 modes. Exactement, tout à fait. Donc, en anglais, c'est 259-260 et en français, je ne sais pas quelle page vous êtes, mais normalement, on a déjà parcouru ce passage-là. Ouais. Donc, ensuite, il dit, imaginons que ce ne serait pas vrai. Imaginons qu'il n'y aurait que 2 possibilités. Soit on pense à un truc comme s'il existait de manière inhérente, soit on réfute son existence inhérente. Ouais. Très bien. Il dit, supposons qu'il n'y aurait pas ces 3 modes d'appréhension. Autrement dit, supposons que ceux qui n'ayant pas encore compris la vue selon laquelle il n'y a aucune nature intrinsèque appréhenderaient tout comme existant réellement dès qu'ils penseraient à n'importe quelle chose conventionnelle. Ça, c'est la vue de Hashang Mahayana. Ouais. Hashang Mahayana dit qu'on ait un nuage noir ou un nuage blanc ou un nuage gris, de toute façon, il recouvre le soleil. Donc, qu'on ait une pensée vertueuse ou une pensée non vertueuse, de toute façon, cette pensée saisit l'existence inhérente, donc il ne faut pas penser. C'est ça que dit Hashang Mahayana. Ouais. Et donc, la Tsongkhapa dit non, ce n'est pas parce qu'on pense à un truc qu'on saisit l'existence inhérente. Ouais, ça, c'est vraiment fondamental chez les Gelugpa. Ouais. Ouais. Ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire qu'on peut penser. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'on va entretenir la saisie d'existence inhérente, pas du tout. On peut penser à la simple table, à la simple personne, etc., sans nécessairement concevoir l'existence inhérente de cette personne ou de cette table. Ouais. Ça joue. Mais la personne et la table continuent d'apparaître comme si ça existait de manière inhérente. Mais nous, on ne s'en préoccupe pas, on se préoccupe que de la simple table, de la simple personne. Ouais. Ouais. Ça joue. C'est-à-dire que tout est erroné, ça veut dire que c'est l'apparence. Mais est-ce qu'on adhère nécessairement à cette apparence? Pas forcément. On peut y adhérer, c'est ce qu'il dit. Il y a le premier mode d'appréhension. Appréhender une pousse comme existant réellement. Donc, on peut adhérer à cette apparence. On peut l'appréhender comme existant de manière. Oui. Exactement. Quelqu'un qui n'a aucune approche de la voie médiane. Il ne va pas le formaliser, il ne va pas le formuler, mais il va nécessairement saisir. Ouais, ça veut dire qu'un bébé, par exemple, un bébé,
il a repris naissance dans le samsara à cause de cette saisie innée d'existence inhérente. Ouais. Mais est-ce qu'il formalise? J'existe de manière inhérente? Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Donc, c'est un concept. Voilà, c'est un concept, mais ce n'est pas un concept discursif. Ce n'est pas nécessairement discursif quand on a un concept. Ouais, on n'est pas nécessairement en train de faire une proposition, j'existe de manière inhérente, parce que pas nécessairement, ouais. Hachang dit plus que ça. Il dit, en effet, tout est erroné, mais tout est faux. Toute conscience conceptuelle est fausse. Alors que non. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit notre visage dans le miroir, on n'est pas en train de dire, c'est mon visage qui est dans le miroir, donc j'ai deux visages, le visage qui est là et le visage qui est dans le miroir. Personne ne fait ça. Sauf ceux qui, par exemple, certains animaux qui disent, oui, il y a un animal en face de moi, c'est pour ça que certains chats ont le poil hérissé, parce qu'ils pensent qu'il y a un autre chat qui est dans le miroir, alors pas du tout. Là, c'est faux. Là, ils adhèrent à l'apparence. Ouais, ça joue? Waouh, magnifique. Ok. On a encore du temps? Oui, on a encore un peu de temps, c'est cool. Donc, on va essayer de terminer ce passage-là. OK. Très bien. Supposons qu'il n'en irait pas ainsi, qu'il n'y aurait pas ces trois modes d'appréhension. Autrement dit, supposons que ceux qui n'ont pas encore compris la vue selon laquelle il n'y a aucune nature intrinsèque, donc ceux qui n'ont pas compris encore la voie médiane, auraient nécessairement des consciences fausses. N'importe quelle conscience d'une personne qui n'aurait pas compris la vacuité serait nécessairement fausse, appréhenderait nécessairement l'existence inhérente. N'importe quelle conscience conceptuelle saisirait l'existence inhérente. Pas nécessairement. Pas nécessairement, ouais. OK. Il s'en suivrait une complète défaillance logique du besoin pour les Madhyamika d'accepter conventionnellement les objets qui sont postulés par les consciences conventionnelles du monde ordinaire. C'est-à-dire quoi? À un moment donné, dans le chapitre où on est là, à un moment donné, Lama Tsongkhapa cite Acharya Chandrakirti, qui dit dans le Madhyamakavatara Bhashyam, dans son auto-commentaire du Madhyamakavatara, il dit les phénomènes conventionnels ne sont pas supposés être analysés. On n'est pas censé analyser ultimement les vérités conventionnelles. Pourquoi? Pourquoi? Il y a ces deux niveaux, conventionnel et ultime, vous êtes d'accord? Ouais, il y a deux niveaux, il n'y en a pas trois. OK, très bien. Si vous recherchez une table dans le temple, est-ce que c'est une analyse conventionnelle ou une analyse ultime? Conventionnelle. Conventionnelle. Exactement, c'est une analyse conventionnelle, ouais. C'est conventionnel, OK. Très bien. Maintenant, vous n'êtes pas satisfait d'avoir trouvé la table dans le temple, vous voulez vous poser la question, qu'est-ce qui est vraiment une table? Où existe vraiment la table dans ces parties? Ouais, c'est une analyse ultime. Ah, très bien. OK. Et donc, quand on analyse la table ultimement, qu'est-ce qu'on trouve? Rien. Alors, il y en a qui disent rien. Il y a André qui est un peu plus rusé aujourd'hui, ce matin. On trouvait la vacuité de la table. Qu'est-ce qu'on trouve? La vacuité de la table. Ah, exactement, ce qu'a dit André aussi, donc Marie aussi. Donc, en fait, vous êtes tous rusés, c'est-à-dire vous cachez votre jeu. On trouve la vacuité des distances ultimes de la table. Ouais, c'est-à-dire qu'on cherchait la table ultimement, on ne la trouve pas. Qu'est-ce qu'on trouve? L'absence de table ultime. Vous êtes d'accord? Donc, oui. L'absence de table inhérente, l'absence de table absolue. C'est ça qu'on trouve, ouais? OK, très bien. Donc, ça veut dire que c'est au niveau ultime qu'on est en train d'appréhender la véritable nature de la table. Très bien. Maintenant, on dézoome. Là, on était en train de zoomer dans l'ultime. Maintenant, on dézoome. Ouais? OK. On est sur une table conventionnelle. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Et donc, la table conventionnelle donne l'impression d'exister de manière inhérente. Tout va bien. Si on la saisissait conceptuellement nécessairement comme existant de manière inhérente, ça veut dire que quand Acharya Chandrakirti dit les vérités conventionnelles ne sont pas censées être analysées, ultimement, donc si on analyse, si on zoome, on ne trouve jamais rien de ce qu'on trouvait. C'est-à-dire que si vous êtes en train de voir un paysage de loin et vous avez un appareil photo avec un zoom très puissant, vous allez zoomer, zoomer, zoomer jusqu'à trouver quoi? Des molécules. Est-ce que les molécules, c'est un paysage? Non. Donc, c'est-à-dire que si on n'était que dans l'ultime, on ne trouverait rien de ce qui est au sens conventionnel. Ouais? Oui. Hein? Oui. Oui. On pourrait nier le conventionnel, certainement, on serait tenté de le faire, même si ce n'est pas nécessairement une preuve, mais on serait tenté de se dire, le conventionnel, on ne peut plus fonctionner au conventionnel si on n'est que dans l'ultime. Ouais? On ne verrait rien, que la vacuité. Ouais, OK. Et donc, c'est pourquoi Chandrakirti dit les vérités conventionnelles ne sont pas à analyser. Ça veut dire qu'il faut dézoomer pour voir un paysage. Ouais? OK. Et donc, si, quand on est dans le conventionnel, si c'était nécessairement dans l'inhérent, au sens conventionnel, ça veut dire qu'on accepterait, comme les Swatantrika,
on accepterait l'existence inhérente conventionnellement. Mais on n'accepte pas chez les personnes handicapées. Ça veut dire qu'il y a un troisième mode d'appréhension, c'est-à-dire que le conventionnel, on n'y touche pas, et on ne le saisit pas nécessairement comme existant de manière inhérente. Si c'était nécessairement le cas, bah pourquoi Csiama-Célti dirait bah, les vérités conventionnelles sont intouchables, en fait, on ne peut pas y toucher. Donc ça voudrait dire bah, les vérités conventionnelles inhérentes, on ne peut pas y toucher. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ouais. Il est en train de dire les vérités conventionnelles, les simples vérités conventionnelles, le troisième mode d'appréhension. Ouais. Oui. C'est compliqué. OK. Exactement, pour les personnes handicapées, même conventionnellement, l'existence inhérente n'existe pas du tout. Ouais. C'est ce qu'on va voir dans la suite du chapitre. Normalement, aujourd'hui, vous allez passer dans ce passage-là où la Matsongkhapa dit l'existence inhérente n'est acceptée sur aucun des deux tableaux, ni conventionnel, ni ultime. Ah oui, d'accord. Ouais. OK. Okay. Donc, c'est parce que justement, on accepte conventionnellement la simple existence, la simple table. Okay. Alors que Hashang Mahayana dit, si on est au conventionnel, on conçoit la table nécessairement comme si elle existait de manière inhérente. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, pour de nombreux maîtres, les vérités conventionnelles sont des objets d'abandon. On doit éliminer toutes les vérités conventionnelles. On doit être que dans l'ultime. Dans le Popa Sherab Gyaltsen, etc., d'autres grands maîtres, et même dans d'autres traditions tibétaines, il y a la notion selon laquelle tout ce qui est une vérité conventionnelle est nécessairement établi par l'ignorance. Une table est établie par l'ignorance pour ces maîtres-là. C'est-à-dire que quand on se réveille du sommeil de l'ignorance, que devient la table? Il n'y a plus de table. 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 Si on dit la table est établie par l'ignorance, quand on se réveille du sommeil de l'ignorance, il n'y a plus de table. C'est pourquoi certains maîtres disent que les vérités conventionnelles sont des objets d'abandon. Mais les Gelugpa vont dire non. En général, en tout cas, la Matsongkhapa va dire non. Il va dire qu'une vérité conventionnelle n'est pas établie par l'ignorance. L'existence ultime de la table est établie par l'ignorance. L'existence réelle de la table est établie par l'ignorance. Ouais. Quand on se réveille du sommeil de l'ignorance, qu'est-ce qui cesse? La saisie de l'existence inhérente. Et si on obtient l'état d'éveil, même l'apparence d'existence inhérente cesse. Est-ce que la table cesse? Non. Non. Ah, magnifique. Oui, vous en avez déjà parlé. Excellent, ça c'est très, très, très important. C'est l'aspect cohérent de Prasangika Madhyamika dans le sens où si on dit que seule la vérité ultime, seule la vacuité doit survivre aux vérités conventionnelles, ça veut dire que personne ne pourrait réaliser la vérité ultime. Pourquoi? Un Bouddha, c'est quoi, une vérité ultime ou une vérité conventionnelle? C'est conventionnel. Donc si on dit que seule la vérité ultime doit ultimement survivre à tout le reste, c'est-à-dire qu'il doit rester que la vacuité dans l'univers qui flotterait dans l'espace, et personne ne pourrait la réaliser. Parce que la personne qui réalise, c'est une vérité conventionnelle. Non? Oui. La conscience de quelqu'un qui réalise la vacuité, c'est une vérité conventionnelle. Et donc, si on dit que seule la vérité ultime doit ultimement survivre à tout le reste, plus personne ne réaliserait la vacuité, personne n'obtiendrait l'éveil. Ouais. De toute façon, il n'y aura rien. Il n'y aurait rien que la vacuité. Et la vacuité serait douée d'existence absolue. Ah oui, parce que ce serait la vacuité de rien. Parce que tout le reste serait une vérité conventionnelle. Il y aurait à la rigueur la vacuité de la vacuité. Oui. Il y aurait deux vacuités. Puisque les vérités conventionnelles cesseraient d'exister. Donc la vacuité aurait une existence ultime, aurait une existence indépendante. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, vous avez une table. La table est vide ou pas? Est-ce qu'elle est vide d'existence inhérente ou pas? Oui. Elle est vide d'existence inhérente. Donc la vacuité de la table et la table coexistent, vous êtes d'accord? Oui. Quand vous détruisez la table, que devient sa vacuité? Elle est détruite aussi? Elle est détruite aussi, elle cesse. Si elle avait une existence absolue, elle pourrait survivre à la table. C'est comme si la couleur de la table pouvait survivre à la table. Non, la couleur, c'est la caractéristique. Ouais. Une caractéristique du caractérisé. La vérité ultime, la vacuité, c'est une caractéristique importante de cette vérité conventionnelle. Ouais. Donc, c'est une caractéristique. S'il n'y a plus le caractérisé, comment est-ce qu'on pourrait avoir une caractéristique? Comment est-ce que la couleur de la table pourrait survivre à la table? C'est possible.
Mais c'est ce que disent les essentialistes. Ils disent que les parties peuvent survivre à la table. Ouais. Mais comment il se débrouille? C'est ce qu'ils disent à un moment donné. C'est pour ça qu'on a vu imputé et substantiel. Parce que pour ces tenants plus objectivistes, on pourrait dire, il y a une existence essentielle. Ça veut dire que les parties existent de manière inhérente. Le tout, non. Ils sont d'accord pour dire que le tout est imputé. Mais les parties existent de manière substantielle, existent de manière réelle. Et nous, on va dire, le tout et les parties sont désignés en dépendance l'un de l'autre. Ben ouais. Ouais. C'est-à-dire que sans le tout, il n'y a pas de partie. Par exemple, vous vous baladez en forêt et vous voyez une pierre. OK. Vous dites, ah, tiens, elle est jolie, elle est un petit peu carrée, etc., un peu cubique. Puis vous vous baladez encore, vous voyez une autre pierre qui lui ressemble. Puis une troisième. Puis après, vous voyez une maison en ruine. Et là, vous vous dites, ah, les pierres que j'ai vues avant, c'était quoi? C'était le mur de la maison. C'était les parties de la maison. Parce que maintenant, vous êtes en train d'appréhender le tout, la maison. Et vous vous rendez compte que en fait, ce que vous voyez, ce n'était pas que des pierres, c'était des parties de la maison. Vous êtes d'accord? Parce que maintenant, vous appréhendez le tout. C'est-à-dire que les parties et le tout dépendent l'un de l'autre. Si vous ne conceptualisez pas la maison en ruine, vous ne vous dites pas c'est des parties de quelque chose. Ouais. Magnifique, ça c'est très important. Pour nous, c'est pareil. Aussi, on fait partie de la généralité être humain. Ouais. Il y a des gens qui pensent qu'ils font partie que d'une nation. Que d'une nation. Une petite nation toute petite, tournée sur elle-même, qui semble refermée. Et si on dit que je fais partie de la généralité être humain, je fais partie de la généralité être conscient, et là, on fait partie d'un tout beaucoup plus vaste. Vous êtes d'accord? Mais si on oublie de penser à ce tout, on oublie qu'on est une partie de ce tout, tout simplement. Le tout et les parties dépendent l'un de l'autre. Ouais, vous êtes d'accord? Magnifique, bravo, 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 magnifique. OK, donc on a terminé aujourd'hui parce que c'était très, très dense. Et on se retrouve donc lundi normalement, ouais? OK? Merci à tous, c'était un vrai plaisir. Merci à toutes. Merci. Bonne journée à toutes. Merci à tout le monde. À tout de suite. Ciao. Ciao.